Bonjour Maëlle. Bonjour. Merci d'être venu sur le podcast Icebreaker. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Oui, je suis Maëlle Bacco, je suis présidente et cofondatrice de Lianelli, qui est une plateforme en e-santé qui vise à informer les citoyens des dépistages qu'ils peuvent réaliser tout au long de leur vie, basés sur des recommandations nationales issues de la Haute Autorité de Santé. Et le but, c'est de rendre les citoyens acteurs de leur santé à travers donc, une plateforme web qui permet en quelques minutes de comprendre ce que je peux faire et de quoi je peux aller parler avec mon médecin. Voilà, pour faire bref. D'accord. Après mon parcours, moi, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en achat et supply chain. Avant de me spécialiser, j'ai fait de l'hôtellerie de luxe, où j'étais en événementiel dans mes stages, mes différentes expériences à l'école. Et puis finalement, en dernière année, j'ai choisi d'aller de l'autre côté, du côté achat. D'accord. Et j'ai passé du coup à peu près 5-7 ans, je ne sais plus exactement, en achat dans l'industrie. Et puis finalement, j'ai eu différentes expériences qui m'ont permis d'aller vers des métiers un peu différents, où j'ai été directrice commerciale, directrice des opérations, directrice générale d'une société de conseil en achat. Et puis, à un moment donné, j'avais envie de changer. J'avais envie d'un nouveau challenge. J'ai toujours été proche des startups, même dans notre expérience. Et j'avais très envie de moi-même créer une startup. Et puis, en fait, j'ai rencontré mes associés qui sont tous les deux médecins. À un moment où j'étais justement dans cette idée de me dire j'ai envie de créer quelque chose qui a vraiment un impact et qui sera mon bébé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait leur rencontre où ils m'ont parlé d'une idée qu'ils avaient de pouvoir démocratiser l'accès à l'information sur les dépistages pour sauver des vies et pouvoir diffuser en fait cette information très largement. Et à ce moment-là, moi je venais de perdre un proche dans ma famille, mon papa en l'occurrence, d'un cancer qui avait été dépisté trop tard. Et donc, j'ai pas réfléchi trop longtemps avant de me décider, parce que je me suis dit si finalement les planètes s'alignent comme ça à ce moment-là, c'est que certainement ce projet est là pour moi. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de Lianelli. C'était un projet digital. Je n'avais jamais fait de digital. Un projet en santé. Jamais travaillé dans la santé. Et puis de l'entrepreneuriat 100%, où il faut tout créer. Et j'avais été intrapreneur, mais jamais entrepreneur, c'est-à-dire vraiment tout démarrer de zéro. Et donc là, ça c'était nouveau aussi. Et donc là, j'avais un sacré challenge, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à créer Lianelli et je continue à en prendre aujourd'hui. Et voilà, je suis ravie de partager mon expérience là aujourd'hui avec toi. Super. Donc tu avais un peu avant un parcours dans le domaine du commerce. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé à entreprendre ou on peut entreprendre avec n'importe quel domaine de base qui a pas... En fait, il n'y a rien de... Est-ce qu'il y a un parcours, est-ce qu'il faut avoir un background spécifique pour entreprendre en fait, c'est un peu ça. Est-ce que vraiment le commerce a été quelque chose d'important pour toi pour entreprendre derrière quoi? Pas forcément. Alors, j'ai pas de vérité, puisqu'en fait, on voit qu'il y a plein de parcours d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont plutôt tech, plutôt introvertis, d'autres qui sont plutôt business, plutôt extravertis, et puis il y a même des business introvertis, ça existe aussi. Donc, en fait, la magie d'entrepreneuriat, je pense qu'elle n'est pas forcément liée ni au parcours, ni réellement à... tes compétences en elles-mêmes et plus, je pense, à des traits de personnalité, de soft skills, c'est-à-dire des choses que tu n'apprends pas forcément en fait sur le papier. Tu peux être un très bon commercial, mais être un très mauvais entrepreneur. Et inversement, c'est-à-dire tu peux être un très mauvais élève et être un très bon entrepreneur. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a quand même beaucoup de... j'ai lu un article, alors je ne saurais plus les chiffres exacts, mais qui disait que les élèves qui sont mauvais élèves, finalement, parfois, en fait, quand on fait les stats, parmi les entrepreneurs et les gens qui ont vraiment réussi à créer des choses, finalement, il y avait beaucoup de mauvais élèves. Okay. C'est pour ça que j'aime pas trop dire que la route est complètement tracée. Par contre, pour être entrepreneur, il faut quand même avoir une certaine résilience déjà, parce que c'est sans arrêt les montagnes russes. Tu prends des échecs
tous les jours. Donc, si à chaque échec, tu t'arrêtes, c'est mort. Tu feras rien. Et puis, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut aussi avoir une capacité à se prendre par la main soi-même et avoir une rigueur vraiment qui est quotidienne. Okay. Parce que moi, je le vois autour de moi, ne serait-ce que des personnes parfois qui me disent « Moi, j'arrive même pas je sais pas télétravailler, par exemple. » Parce qu'ils sont chez eux et du coup, ils ont l'impression que c'est la fête, que c'est libre, que c'est les vacances, alors que non, en fait. Donc, ces personnes-là, elles vont avoir du mal à entreprendre si elles n'arrivent pas à se prendre en main et se donner une rigueur de se dire, moi, tous les jours, j'ai ça comme tâche à faire. Ou si j'ai un créneau, si j'ai un trou, je sais que je fais telle action. Et donc, chaque jour, ton agenda, il doit se remplir et c'est toi qui dois le remplir. Il n'y a personne pour te dire et t'envoyer les tâches. Peut-être y tenir, ça. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, un trait de personnalité qui est important pour entreprendre. Et puis après, il faut avoir une curiosité d'esprit. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu peux pas tu peux pas tout savoir. Donc forcément, il y a des choses qu'il va falloir que tu apprennes ou en tout cas que tu te fasses aider. Et il faut du coup que tu acceptes que tu maîtrises pas tout et qu'il faut soit que tu ailles chercher l'information via des tutos, des choses, des podcasts ou ce genre de choses, soit il faut que tu arrives à trouver les bons partenaires qui vont pouvoir t'accompagner. Et ça, c'est aussi un trait de caractère particulier, aller chercher les bonnes personnes et savoir se remettre en question et se dire, là, sur ce sujet, je suis très mauvais. Okay. Et il ne faut pas que ce soit moi qui le fasse. Et ça, il faut avoir quand même un peu de... savoir mettre son ego de côté pour se dire, c'est mieux que je ne le fasse pas. Okay. Donc, pour résumer, pour toi, l'entrepreneuriat, ça part des soft skills, la résilience pour faire face aux échecs, l'organisation et la curiosité. Ouais. Un petit cocktail comme ça. Et puis après, l'envie. L'envie. Tu vois, il faut les tripes, quoi. Il faut que ce soit un sujet qui te parle, quoi. Là, pour le coup, avec ce que tu m'as raconté, forcément, ça te parle. Il faut que ça te parle, mais chaque matin, si t'es pas animé par ce que tu fais et par la conviction de du message que tu portes, c'est pas possible. Si tu crois à moitié, ça marchera pas. Donc, pas besoin d'être un expert dans le domaine dans lequel tu souhaites entreprendre pour entreprendre. Juste bien s'entourer. Avoir le bon réseau et les bons soft skills. Et comment on fait pour bien s'entourer, du coup ? Alors, j'ai pas de baguette magique, mais je pense que ça, c'est aussi beaucoup de feeling. Donc, il faut savoir un peu... moi, c'est beaucoup sur mon intuition. J'ai fait beaucoup de recrutement avant, dans mes précédentes expériences. Et pareil, dans le recrutement, parfois, je suis sûre, j'avais des équipes qui me disaient « Ah non, mais il ne coche pas toutes les cases qu'on cherche. » Donc, mais en fait, sur le papier, il ne cochait pas toutes les cases. Mais en fait, quand je recevais le candidat en entretien... Il y avait un bon feeling. En fait, il y avait toutes les cases côté soft skills. Okay. Je me disais, en fait, lui apprendre le métier, là, en tout cas, c'était le métier d'acheteur, pouvoir le faire monter en compétences. S'il n'a jamais fait d'achat électronique, mais qu'il a fait de l'hydraulique, on s'en fiche. En fait, il va apprendre à lire des plans, on va lui apprendre ça. Par contre, la capacité à s'entourer, à comprendre que là, tu as un risque avec ton fournisseur, etc., ça, c'est des vraies compétences qui tu peux apprendre un peu à l'école, mais il y a aussi l'intuition. Il faut savoir naviguer un peu, parfois... Tu sais pas tout, il faut aller chercher ce qui est sous le capot. Donc du coup, pour m'entourer, moi j'aime bien m'appuyer justement d'abord sur mon réseau. Okay. C'est-à-dire, je suis très très partisane de me dire, je cherche un acteur qui fait ça, je sais pas faire, et je connais personne. Donc là, typiquement, je suis dans ce cas-là. En fait, je vais essayer de demander et réfléchir à qui dans mon réseau a déjà eu la même problématique et qui pourrait du coup lui-même avoir identifié les bons acteurs. Parce que du coup, tu gagnes énormément de temps, parce que tu n'as pas besoin de faire ton sourcing. Puis aujourd'hui, sur Internet, si tu tapes sur Google, tu as plein de listes qui vont sortir. Mais en fait, tu es incapable sur Google de se faire un tri et de savoir réellement ce qu'il y a un acteur que tu mets en haut, celui que tu mets en bas. Après, il faut les recevoir, c'est extrêmement long. Alors que quand tu t'appuies sur ton réseau qui va te dire, moi, je suis passé par lui, je te le conseille, j'en ai vu 10 autres avant, franchement, nul. Celui-là, par contre, il est génial.
en général, ça fonctionne plutôt bien. Donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça et je partage énormément mon réseau aussi parce que je sais quel temps ça peut faire gagner de pouvoir partager soi-même son réseau. Donc ça, c'est voilà, un petit tip, c'est vraiment essayer de réfléchir à qui dans mon entourage peut m'aider à trouver les bonnes personnes. Comment on fait pour se construire un réseau? Est-ce que LinkedIn, ça suffit? Comment on fait? Non. Non? Non, bah non. LinkedIn, c'est un réseau virtuel. Moi, j'ai plein de gens. Je sais plus, j'ai 6000 abonnés. Je connais pas 6000 personnes. Donc, j'ai beau publier des choses. Donc, les gens me connaissent, me suivent des fois, mais on se connaît pas, en fait. Donc, pour moi, le réseau et le lien, il se crée soit par des introductions, des mises en relation comme ça, par d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui vont nous mettre en relation. D'ailleurs, je te dis que nous-mêmes, on a été mis en relation par une tierce personne. C'est vrai, exactement. Donc voilà, on est le bon exemple. Et moi, je conseille vraiment d'aller dans les soirées business, d'aller s'infiltrer en fait dans tous ces lieux de rencontres où on peut vraiment serrer des mains, faire la bise, discuter, créer du lien. Voilà, le regard. En fait, il se passe pas la même chose quand on discute. Même ne serait-ce que moi, je fais beaucoup de visio parce que j'ai des clients qui sont nationaux. Mais tu crées pas le même impact quand tu rencontres quelqu'un en visio. Tu gagnes du temps parce que pour le premier contact, tu vas pas courir. Voilà, je vais pas aller à Paris toutes les 30 secondes juste pour. Mais à un moment donné, il y a quand même besoin de faire du business, du vrai business. Et c'est pareil, on entend beaucoup parler aujourd'hui dans tout ce qui est business développement, de la digitalisation du business avec des campagnes automatiques, etc. J'en utilise aussi. Ce serait bête de ne pas le faire. Mais la réalité du terrain, c'est que tu fais plus de business avec des gens avec qui tu as eu une vraie rencontre, que tu as vu, avec qui tu as échangé, que via un message qui est un peu générique, neutre, adressé à tout le monde. Tu as beaucoup plus de chances si tu viens de la part de quelqu'un ou si tu rebondis sur tiens, je vous ai vu dans un article, ça m'a fait penser que. En fait, tu as beaucoup plus de chances de capter l'attention si la personne, elle se dit ah, en fait, c'est vraiment à moi qu'elle écrit. Parce qu'en fait, maintenant, en plus, les interlocuteurs, ils ont l'habitude que c'est encore un spam, elle envoie ça comme elle envoyait aux autres. Et moi, je vois, c'est pareil dans la prise de rendez-vous téléphonique. Tu crées du lien que tu ne crées pas quand tu envoies un message sur LinkedIn. Donc, bon, pour répondre à ta question, ton réseau, il est partout, il faut maximiser les chances, mais même si aujourd'hui on se dirige beaucoup vers le digital, le business, ça se fait en face à face. Voilà, donc ça, je suis convaincue de ça. C'est que le vrai business, il se passe entre hommes et femmes et, en face à face. Et pas sur les réseaux. Moi, j'ai une question. Je sais que peut-être il y aura un clivage aussi de génération entre moi, mes promotions, donc dans mon cadre d'études dans lequel je suis, et les personnes qui sont déjà en entreprise et qui sont de la génération précédente. Je vois que les jeunes sont plus réticents sur le fait d'aller justement faire du réseau, d'aller rencontrer des gens en direct. Est-ce que, parce que quand vous le faites, quand toi tu le fais par exemple, est-ce que c'est ta volonté première, c'est de se faire du réseau? Tu te dis, tu vas dans ces soirées-là pour aller rencontrer des gens et avoir potentiellement des opportunités qui vont en découler derrière? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un sujet ou une curiosité, en fait, un autre objectif, un autre besoin à assouvir? En fait, le besoin, il peut être multiple. Ça dépend. Il y a des fois où je me dis clairement, le but, c'est de rencontrer, je sais qu'il y a tel acteur et en fait, j'arrive pas à lui parler. Donc, je vais profiter de cette soirée-là pour aller lui parler. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps et l'acteur en question était finalement pas venu. Donc, du coup, par exemple, soirée, mais... voilà, donc il faut toujours que tu aies ton plan B en disant bon, et s'il vient pas, je fais quoi? Donc, de toute façon, tu rencontres toujours des gens sympas. Le but, c'est quand même de... Si tu as vraiment beaucoup de choix et que tu es invité à plein d'endroits, il faut quand même faire le tri et se dire qu'est-ce que je viens chercher là, si j'y vais, et se dire peut-être que je vais faire des choix parce qu'effectivement, parfois, on peut pas aller à toutes les soirées, soirées ou événements. Et donc, des fois, le but, c'est vraiment faire du business. Des fois, c'est rencontrer des pairs. Des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, dans des réseaux d'entrepreneurs, de gens justement qui ont partagé leur réseau. Tiens, j'ai un problème, tiens, justement, j'ai rencontré tel truc. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider? Et ça, c'est pareil, ça te booste et ça te renvoie. C'est des gens qui vont pouvoir eux-mêmes te mettre en relation avec d'autres personnes. Et puis
Ouais, enfin, en fait, il y a... Puis parfois, il y a la magie de l'événement. Du moment. Moi, je me souviens d'avoir fait un salon où j'ai été invitée. Donc, j'y vais gratuitement, on met un stand, etc. Et en fait, la journée, c'était pas très loin de Lyon. Mais pendant toute la journée, il y avait franchement pas grand monde. Et pas grand monde qui venait nous voir. Donc, je me suis dit, journée un peu gâchée. En plus, il fallait revenir le lendemain. Je me disais, oh là là. Bon, en même temps, je me suis engagée. Moi, quand je m'engage, j'aime pas revenir en arrière. Donc, je comptais y aller de toute façon le lendemain. Mais j'avoue, je me disais, l'année prochaine, j'irai pas. Au final, j'ai une personne que je cherchais à joindre d'un très grand groupe qui est venue sur notre stand, qui nous a vus, un peu par hasard, parce qu'elle n'était pas là pour nous. Et elle s'assoit et elle me dit... je m'assois parce que ça fait un moment que... En fait, on m'a parlé de vous et on m'a relancé même la semaine dernière. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de vous répondre ni de prendre contact avec vous. Mais du coup, j'en profite parce que vous êtes là et je viens de vous voir. Et donc, je lui dis, effectivement, je cherche à vous contacter. Donc là, on discute. Et en fait, ce prospect-là est en train de devenir un client, un très gros client. Okay. Et donc, comme quoi, même les... En fait, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Dans ces événements-là, il y a toujours des choses à aller chercher. Et d'ailleurs, il y a aussi une anecdote lors de cette journée-là, c'est que, petite expérience rigolote, c'est que du coup, je m'en vais un peu tôt, parce que je considérais que la journée n'était pas exceptionnelle. Ouais. Je m'en vais un peu tôt, et en fait, sur le parking du retour, comme j'étais garée sur les parkings des exposants, je croise... une personne très importante à mes yeux qui arrivait pour faire un show, pour échanger du coup avec les entrepreneurs et monter sur scène, etc. lors de cet événement. Et c'était un des jurys de Qui veut être mon associé. Et en fait, hyper marrant parce qu'il vient et il était tout perdu sur le parking et il était avec une personne de son équipe et il me dit... excusez-moi, il était tout gêné, tout. Elle me dit, excusez-moi, vous savez où est-ce que je peux rentrer, là, la porte, parce que je cherche à savoir. Et moi, je lui dis, oui, la porte est là, mais par contre, je vous ai reconnu. Et puis là, il me dit, ah bon? Et en fait, c'était la première année qu'il faisait Qui veut être mon associé, donc il pensait pas déjà être connu, parce que c'était en plus quelques jours avant le démarrage de Qui veut être mon associé. Mais donc, du coup, j'étais moi-même hyper contente de ma journée, parce que je me suis dit, en fait, j'ai rencontré ce gars-là, hyper sympa, qui maintenant fait partie de mon réseau, avec qui j'ai pu échanger sur LinkedIn. Donc, ça fait une bonne anecdote, quoi. Puis même voilà, ça en visio, tu l'as pas. Sur LinkedIn, tu l'as pas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose aussi qui prend trop de temps à côté. Moi, c'est des choses qu'on peut entendre et qu'on peut dire, que je peux entendre juste simplement. Le fait de, déjà, il y a une bonne part de travail qui est accordée au fait d'entreprendre. Le fait d'aller à des soirées derrière, c'est un investissement de temps. Est-ce que l'investissement de temps que tu y mets est bénéfique comparé aux opportunités que ça va apporter derrière? Ou est-ce qu'il y a quand même... comment tu le vois, toi, vis-à-vis de ça? C'est là où, des fois, il faut trouver un bon équilibre, parce qu'effectivement, tu peux pas être à fond la journée... 8h, 18h, puis après partir à toutes les soirées le soir. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge en plus, donc je peux pas être tous les soirs à l'extérieur, sinon ils me le rappellent. Mais pourquoi t'es jamais là? Donc il faut réussir à trouver cet équilibre, et ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, j'encourage vraiment le fait de voir des vraies personnes. Surtout quand on est entrepreneur, on est souvent un peu seul. Et donc c'est bien aussi d'aller se confronter à d'autres personnes, soit des prospects, soit des pairs, des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Parfois on va échanger sur des thématiques qui vont être le management, la partie financière, en fait des choses qui sont pas d'ordre business directement, mais qui ont un impact sur l'entreprise. D'accord. En parlant d'entreprise, on va parler de ton entreprise, on va passer à la deuxième partie. Juste avant de passer à la deuxième partie, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un micro-trottoir. On est parti poser des questions aux gens sur ce que vous faites avec l'Anélie, et on pourra réagir derrière dessus. Ok. C'est parti. Comment est-ce que vous faites pour vous informer sur un sujet lié à la santé? Je dirais, je fais des recherches Google la plupart du temps. Google, ChatGPT, en fait, je pars un peu de partout. Les réseaux maintenant, en vrai. ChatGPT.
ChatGPT. Aussi, ouais. Aussi. Ok. Je vais chercher sur internet, je peux regarder sur Doctolib aussi s'il y a un spécialiste. Je regarde souvent sur internet en vrai. En général, je vais aller regarder directement sur internet pour avoir une première idée. Si l'idée n'est pas assez claire, je consulte directement un médecin pour avoir un avis d'un expert en général. J'attends d'être malade. Moi, je me sers surtout des réseaux, donc ça va être tout ce qui va être internet. Alors, des sujets liés à la santé, on va dire, j'ai l'avantage, c'est que j'ai ma sœur qui est dedans, donc je me renseigne pas mal par rapport à ma sœur. Des questions lambda, je vais voir, je pose pas mal de questions, ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser Internet ou les réseaux sociaux pour vous informer sur ces sujets-là? J'évite, avec tout ce qui se dit sur Internet. Vaut mieux aller voir quelqu'un qui s'y connaisse qu'aller commencer à aller sur Internet. Beaucoup de ChatGPT. C'est vrai? Quand vraiment j'ai la flemme de chercher et que j'ai besoin d'un truc précis et que ça va prendre 3 heures de recherche, je préfère demander. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé ChatGPT pour t'informer sur un sujet lié à la santé? Oui. Est-ce que vous pensez que les informations qu'il donne sont fiables? Je dirais pas qu'elles sont pas fiables, mais c'est souvent un peu en fourre-tout et ça peut peut-être nous inquiéter pour pas grand-chose souvent. Qu'est-ce que tu penses des téléconsultations avec les médecins? Ça peut être bien, mais après, chacun fait son propre diagnostic, donc c'est un peu très compliqué. J'ai fait ça parce que j'avais besoin d'une ordonnance, mais je trouve que il t'obsculte pas vraiment, quoi. C'est mieux en vrai? Oui, c'est mieux en vrai. Donc Lianelli, c'est une plateforme web qui permet en moins de 10 minutes de pouvoir s'informer sur les dépistages à réaliser. Donc le but, c'est en fait en tant que citoyen, je vais pouvoir avoir accès via soit mon assureur, soit mon professionnel de santé, soit mon entreprise. Je me crée un compte, je réponds à un questionnaire qui est donc derrière, il y a une arborescence de 130 questions, mais heureusement, il ne va pas répondre aux 130, il va répondre à peu près à 60 questions. Ça dure à peu près 7 minutes, le questionnaire. Et au bout à la fin du questionnaire, en fait, on va obtenir la liste des dépistages qui vous concernent sur les 5 prochaines années. Donc, on va dire ceux qui concernent maintenant et ceux qui vont te concerner dans 3 ans, par exemple. Okay. On va te dire pourquoi. Et ça peut être la raison, c'est parce que tu fumes ou parce que ça peut être parce que je prends des anti-inflammatoires régulièrement et je savais pas que c'était un souci, en tout cas quelque chose qu'il fallait que j'aille discuter avec mon médecin. Donc le but, c'est vraiment d'informer simplement le citoyen de « Ah ok, je savais pas que c'était un sujet dont il fallait que je parle » avec mon professionnel de santé. Et donc le but ensuite, c'est vraiment de le guider vers son pro de santé. S'il n'a pas de médecin généraliste, nous, on a un partenariat avec une plateforme de téléconsultation. Donc, le but, c'est de lui offrir une solution, en tout cas, pour aller en parler avec un médecin. Lianelli n'a pas vocation à tout savoir et tout décider. On est un outil d'aide à la décision médicale, mais en aucun cas, on est décisionnaire médical de tout ce qui va se dire. C'est juste que nous, on se base sur des recommandations nationales issues de la Haute Autorité de Santé. Donc, en fait, on est le socle, la première couche de ce que tout le monde devrait savoir. D'accord. C'est juste qu'on a simplifié, en fait. Si tu vas sur la Haute Autorité de Santé, c'est très complexe à comprendre. À quel moment on doit faire quoi, etc. C'est des pages et des pages et des pages. Ou même les pros de santé, parfois, c'est même difficile pour eux de s'y retrouver. Donc nous, on a simplifié en fait cet accès à l'information pour la rendre disponible pour les citoyens et aussi pour les médecins, parce que les médecins généralistes nous disent, nous, non seulement on n'a pas le temps de le faire, mais en plus, on n'est pas multispécialiste, donc il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de poser comme question. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de faire gagner du temps et faire en sorte que la prévention, elle soit dans l'esprit de chacun et d'un point de vue personnalisé. Parce que les dépistages ne concernent pas tout le monde. Il y a les 3 dépistages qui sont dits organisés par l'État, donc cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. Ces 3-là, on dit qu'ils sont organisés parce qu'ils dépendent de critères qui sont l'âge et le sexe. Donc là, c'est très simple. Tout le monde communique. C'est pour ça que les entreprises relaient aussi les messages sur ces dépistages. Et puis pour tous les autres, en fait, c'est des critères qui sont plus complexes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce questionnaire préalable pour savoir ce qui nous intéresse moins. Enfin, en tout cas, j'ai pas de problème, j'ai pas de sujet, et donc tant mieux. Ou au contraire, tiens, je savais pas. Peut-être que je peux modifier quelque chose sur ma santé. Et je suis je suis acteur de ma santé. Peut-être que je peux pas le modifier parce que si par exemple c'est lié à la génétique, ça je peux pas le modifier, mais par contre je peux anticiper le risque et aller en parler à un professionnel de santé. Typiquement, moi j'ai appris grâce à Lianelli, je précise que je suis pas médecin, mais que par exemple le diabète pouvait être une maladie génétique. Je le savais pas avant d'être dans Lianelli. Pourtant j'ai fait des études, mais pas en santé en fait, donc je suis pas censée tout savoir. Et donc maintenant je sais que si un jour dans ma famille quelqu'un déclare un diabète, il faudra que j'en parle avec mon médecin. Pour rebondir avec ce qu'on a vu sur le micro-trottoir, est-ce que
dans cette volonté de simplifier l'information et d'aller derrière à voir un médecin, un spécialiste, est-ce que ChatGPT est un bon ami ou est-ce que c'est un concurrent de l'IA-NELI ? Est-ce que c'est un bon outil même pour les utilisateurs en réalité ? Alors, moi, je suis utilisatrice de ChatGPT aussi. Donc, je peux pas dire... voilà, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, ChatGPT nous permet de faire des pas de géant sur plein de choses. Et notamment en matière de santé. Après, ChatGPT, il va chercher de la donnée massive. Donc... et parfois il va avoir des hallucinations, donc il va dire des choses, il ne maîtrise pas forcément l'info, donc il va dire quelque chose, histoire de dire quelque chose, mais cette information n'est pas forcément vraie, et il va prendre l'ensemble des infos qui sont sur le web, et donc dedans, un peu comme on a vu dans le micro-trottoir, on a parfois un peu une perte de confiance parce qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai. D'accord. Et donc nous, l'idée avec l'IA-NELI, c'est quand même d'avoir ce socle issu de la Haute Autorité de Santé où en fait on ne prend que ce qu'il y a dans la Haute Autorité de Santé. Et d'ailleurs, on le dit bien, parfois il y a des médecins qui peuvent aller plus loin, qui peuvent eux s'appuyer sur d'autres recommandations qui vont recommander encore plus de dépistage. Nous, on ne dit pas qu'ils ont tort, c'est juste que nous, on donne le socle basique, c'est-à-dire tout ce que tout le monde devrait savoir, c'est ça. Et ça peut pas être vraiment remis en question, en fait, okay. Ce qu'on dit. Là où ChatGPT, parfois, peut avoir d'autres idées qui peuvent être très bonnes. Au regard de certains médecins, certains vont dire « Ouais, c'est une bonne idée », puis d'autres vont dire « Non, pas du tout. C'est une très mauvaise idée, il faut pas le faire. » Et donc voilà, il faut juste se méfier. On peut trouver de l'information, mais il faut juste se méfier. Après, ChatGPT n'est pas vraiment un concurrent de l'IA-NELI parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne sait pas faire ce qu'on fait. C'est-à-dire d'aller vraiment capter déjà cette information basée sur la Haute Autorité de Santé uniquement et en ayant une arborescence en fait, de questions qui arrivent les unes après les autres avec un ordre qui est prédéfini et une continuité en fait, de parcours. Aujourd'hui, si je demande à ChatGPT, est-ce que ChatGPT, tu peux me dire quel dépistage je dois faire ? Je suis une femme, j'ai 37 ans, voilà, et j'ai 2 enfants. Enfin, en fait, déjà, je ne sais pas ce que je dois lui dire. Déjà, rien que dans la question, dans le script, tu vois bien que je vais lui dire tiens, j'ai perdu mon père d'un cancer, mais déjà est-ce que j'ai besoin de lui dire lequel, est-ce que j'ai besoin de lui dire à quel âge, en fait j'en sais rien. Et donc c'est là où l'IA-NELI vient vraiment prendre le relais en posant uniquement les questions qui sont nécessaires et en faisant en fait cet entonnoir dont on a besoin. Ça, ChatGPT ne le fait pas. Donc en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je vais demander à ChatGPT, je vais jamais être vraiment, je vais pas dire assez de choses à ChatGPT pour avoir un regard expert, quoi. 360 en fait sur ma santé. Par contre, si je prends un exemple, si je lui dis j'aimerais savoir quand est-ce que je dois faire une mammographie parce que j'ai entendu parler d'Octobre Rose et est-ce qu'à 37 ans c'est le bon âge pour faire ma mammographie ? Là, ChatGPT, je pense qu'il va... C'est sûr, il va trouver une réponse et la réponse va certainement être adaptée parce que ma question est précise. Okay. Et en plus, si je lui dis est basée sur les recommandations nationales de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire que là, du coup, j'ai vraiment refermé l'entonnoir sur un sujet bien précis et là, il peut me trouver la réponse. Mais ça, c'est parce que moi, je vais me dire, tiens, je voudrais avoir une info sur le cancer du sein. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe lors d'une consultation médicale. Je vais chez mon médecin, je vais lui dire je me pose une question sur tel truc et le médecin du coup il répond à cette question. Mais en fait, le médecin, il n'a pas le temps de dire « Et au fait, dans ta famille, au-delà des cancers, est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses ? Et est-ce que tu prends des anti-inflammatoires ? Et au niveau de la vie sexuelle, ça, les médecins, ils sont un peu... ils n'osent pas trop y aller. Ouais. Nous, on aborde en fait tous ces sujets qui sont tabous, les addictions, la vie sexuelle, la santé de mes proches. Il y a plein de sujets qui doivent être abordés et qu'on n'a pas la possibilité d'aborder, même avec ChatGPT aujourd'hui. Ok, d'accord. Et donc en fait, le fait que ça soit un peu un sujet complexe, même pour les experts y compris, qu'il y a beaucoup d'éléments et d'informations qui rentrent en compte, ne permettent pas à ChatGPT de trouver une solution fiable. Et d'ailleurs, est-ce que même les solutions, les réponses que vous donnez avec les
parce que c'est un questionnaire, il me semble, c'est ça. Est-ce que les réponses sont fixes et définitives et assurées, ou c'est des conseils, ça fonctionne comment? Alors nous, c'est des conseils, hein, comme on dit, on n'est pas un dispositif médical, donc nous on recommande, on dit en fait, il semblerait que vous soyez concerné par ça, mais on prend aussi des pincettes parce que c'est l'avis du médecin en fait, c'est lui qui décide à la fin. S'il délivre une ordonnance, s'il est d'accord, pas d'accord, s'il veut faire plus. Par exemple, aujourd'hui, si on reprend le cancer du sein, la Haute Autorité de Santé va dire c'est pour toutes les femmes à partir de 50 ans. Il y a aujourd'hui concrètement beaucoup de médecins qui vont dire à des plus jeunes femmes d'aller se faire dépister plus tôt. Et ça appartient aux médecins. Par contre, il faut juste qu'en tant que patient, on sache que si le médecin il dit non, c'est pas avant 50 ans, c'est parce qu'il y a une règle qui a été démontrée au niveau santé publique, en tout cas, et qui démontre l'intérêt à partir de cet âge-là. Celui qui veut le faire avant, il faut qu'il en discute avec son médecin, mais il faut aussi qu'il accepte que son médecin suive aussi les recommandations nationales. Parce que les dépistages, c'est pas toujours anodin. Et il peut aussi y avoir des risques. Enfin, on est toujours dans cette balance bénéfice-risque. Et puis, aujourd'hui, on cherche des économies, hein, on sait tous. Donc, aussi, au niveau santé publique, de faire attention à ce que ces dépistages multiples ne soient pas des surdépenses, mais bien au contraire, qu'il y ait vraiment un impact médico-économique, c'est-à-dire un impact vérifié comme étant bénéfique pour la santé et l'économie nationale. Ok, c'est marrant, j'ai jamais relevé ce facteur-là. Et d'ailleurs, on a aussi posé des questions dans la rue sur ce que pensaient les gens du dépistage et est-ce que c'était encore actuellement tabou. On s'est rendu compte que globalement, oui, ça l'était encore un petit peu. Souvent, les gens ont tendance à me dire que non, c'était pas tabou, mais on se rendait compte qu'ils n'allaient jamais se faire dépister ou qu'ils s'étaient pas renseignés sur ce sujet-là. Est-ce que vous, du coup, votre mission aussi, elle implique de communiquer sur l'importance d'aller se faire dépister? Et comment est-ce que vous essayez de transformer les mentalités sur ce sujet-là? Et si oui, comment vous le faites? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a donc ces 3 dépistages organisés dont je parlais tout à l'heure, donc cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. Il y a un programme national et même européen qui dit qu'il faut aller se faire dépister en fonction d'un âge et du sexe. La réalité, c'est que sur ces 3 dépistages-là, il y a un recul du taux de participation. Qu'on se dit pourtant, aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui décèdent de ces cancers. Le message devrait passer auprès de tous, puisque les entreprises relaient le message, les assureurs. Tout le monde joue le jeu de se dire, tiens, Octobre Rose, limite, on en fait une fête, un événement, voilà. Et pour autant, les gens vont moins se faire dépister. Et en fait, moi, comme j'ai 2 associés qui sont médecins cancérologues, ils ont aussi fait ce constat de se dire, mais attends, pourquoi les gens arrivent chez nous, finalement, pour traiter des cancers, avec cette question qui est, est-ce que j'aurais pu savoir avant? Oui, des recommandations nationales. Donc, en fait, c'est parti de là, de ce questionnement, de se dire, mais pourquoi, en fait, les gens sont informés, savent des choses, et ils le font pas. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de démontrer aussi à travers l'IANELI, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études nationales scientifiques sur l'ensemble des dépistages au global, on veut démontrer que si on parle que de cancer, il y aura moins d'intérêt que si on parle de tous les dépistages. Donc le but, c'est de mettre dans la tête des gens que le dépistage, c'est pas que les cancers, mais c'est prendre soin de soi, c'est faire de la prévention au sens large, et donc ça inclut les maladies infectieuses, les maladies métaboliques, cardiovasculaires. Il y a plein d'autres maladies dont on peut parler et qui seront peut-être plus faciles à aborder que celle du cancer. Voilà. Okay. Et cette mission-là, comment vous l'abordez? Est-ce que c'est des campagnes de communication? Est-ce que c'est juste la fiabilité et l'efficacité du produit? Vous avez quelle vision dessus? Alors nous, on a des études scientifiques en cours sur le produit l'IANELI, à savoir donc qu'il est entre les mains de médecins généralistes dans des cabinets de médecine de ville. Et donc le but, c'est d'arriver à démontrer que déjà d'une, c'est utilisable, faisable, et que ça permet de gagner en termes de passage à l'action. Et après, on a aussi sur l'IANELI la capacité de récolter en fait les déclarations des utilisateurs, et donc on sait aujourd'hui que X personnes ont déclaré avoir pris un rendez-vous, X personnes ont dit qu'elles voudraient pas en faire, et elles nous donnent les raisons. En fait, on a des moyens de vérifier. Et en fait, là où on est quand même aujourd'hui de toute façon très fiers, c'est qu'on
on commence à faire changer l'idée que le dépistage, c'est uniquement le cancer. Les gens comprennent que dépistage, en fait, c'est juste, je vais bien, je suis en bonne santé, j'ai juste pas de symptômes et je m'intéresse juste à ma santé, savoir ce que je peux anticiper et éviter à l'avenir, et quelles que soient les maladies, et il y en a pas mal sur lesquelles on peut agir. Ok. Ah, c'est marrant parce qu'en interrogeant aussi du coup les jeunes, nous on s'est rendu compte que quand on disait dépistage, souvent ça renvoyait au MST et maladies sexuelles. Ah, ok. Donc je pense qu'aussi qu'il y a peut-être cette nouveauté-là où ça peut commencer à effrayer les personnes de se dépister. Pas forcément effrayer, mais en tout cas s'ils se sentent pas concernés par cette problématique-là parce qu'ils ont eu des rapports contrôlés, etc., pensent que du coup ils n'ont pas besoin de se faire dépister. Alors qu'au final, le dépistage, ça concerne beaucoup de choses différentes sur le cancer, la tuberculose, Exactement. Beaucoup de choses. Du coup, il y a un peu ce raccourci de se dire, étant donné que je me sens pas concerné par ce problème, je me sens pas concerné par le dépistage au sens large. Et après, je me renseigne pas. Un jeune qui n'a pas de maladie particulière, qui est en bonne santé. Enfin, je prends un jeune de 20 ans qui a une vie sexuelle protégée, on va dire. Effectivement, il n'aura pas grand-chose à faire sur l'IANELI. D'accord, oui. Donc, moi, je dis souvent, en fait, pour les jeunes, ils peuvent utiliser l'IANELI, justement, sur ces sujets plutôt liés à la vie sexuelle, les addictions. Après, pour toutes les jeunes femmes, à partir de 25 ans, il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, assez vite, elles vont être... déjà, en fait, comme on fait un planning sur 5 ans, même celles de 20 ans, on va leur dire dans 5 ans, t'as ça à faire. Donc, ça permet déjà de se mettre à l'idée que... se mettre en tête qu'il va falloir le faire. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas une liste à la Prévert, et tant mieux. Après, c'est vrai que nous, notre cible, c'est plutôt les quarantenaires, cinquantenaires. Parce qu'on est typiquement dans cette cible de gens qui sont pas encore dans les âges, ils ont pas 50 ans, donc ils sont pas tout à fait encore dans ces questionnements, dans les dépistages justement du cancer du côlon ou du cancer du sein. Mais néanmoins, ils aimeraient bien quand même agir sur leur santé et pouvoir prévenir un certain nombre de choses. Et donc ils se questionnent et donc ils viennent sur l'IANELI parce qu'ils sont à l'aise avec le digital, parce qu'ils ont envie de bien faire et de mieux faire et de préserver leur santé le plus longtemps possible. Donc ça, c'est plutôt notre cible. Est-ce que c'est un défi que ce soit votre cible ou même au contraire une facilité parce qu'ils sont plus intéressés et alarmés sur les sujets de santé? Est-ce que c'est un défi dans quel sens? Pour communiquer, tout simplement, pour aller les chercher, pour leur transmettre les informations, simplement, ou présenter? Non, alors nous, en fait, pour aller les chercher, on passe par nos clients, qui sont donc les assureurs. Mutuelles, entreprises et professionnels de santé. Après, voilà, on met juste quand même un warning sur le fait que notre cible, comme on est un outil digital, est plutôt autour de on va dire 35 et 50 ans. Mais en fait, là, dernièrement, on a commencé à travailler avec une mutuelle qui nous avait prévenu qu'ils avaient plutôt une population vieillissante. Et l'âge moyen, c'est 62 ans des utilisateurs de cette mutuelle. Et en fait, il y en a quand même un paquet qui se sont inscrits. Donc, on voit que, même à 60 ans, on est quand même à l'aise avec le digital. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que pour des personnes de 80, 90 ans, non seulement ces personnes-là, elles sont suivies en général médicalement parlant. Donc, elles ont déjà un lien avec un médecin. Elles ont déjà partagé un certain nombre de choses. Parfois, elles ont déjà eu des maladies. Donc, elles ont un suivi particulier. Donc, on n'est plus trop dans cette cible-là. Et en plus, elles ont des difficultés avec le digital. Ouais, c'est vrai qu'il y a un recul de la fracture du numérique. Vraiment, c'est un sujet qui était important et je pense qu'il l'a encore et qui est combattu. Mais j'ai regardé même pour un autre projet. Moi, je crois qu'il y a 57% des personnes plus de 65 ans qui utilisent leur téléphone hebdomadairement ou leur quotidiennement, je ne sais plus. Mais ce qui a été 5 fois plus supérieur comparé à 2005, je crois. Donc il y a une avancée de plus en plus, les personnes âgées commencent à utiliser les produits digitaux et même au service de la santé. Si on regarde avec le Covid, ça a beaucoup poussé les gens à se tourner vers les téléconsultations, consulter les médecins en ligne, Doctolib aussi. Donc c'est vrai que les applications de santé, ça peut être une bonne alternative, une bonne solution, surtout actuellement, en fait, encore plus tard. Il y a de moins en moins de médecins, en plus, il y a de moins en moins de remboursement santé.
Aussi, donc il y a de plus en plus de maladies chroniques. Donc en fait, le plus on peut les prévenir. L'IANELI fera pas le job tout seul, hein, mais on va dire qu'on est une petite béquille pour aussi les médecins, pour les professionnels de santé, pour les territoires, pour les assureurs aussi, pour leur permettre de minimiser les frais de santé sur le long terme. D'accord. Et ça fait des économies, ouais, du coup, aux patients, finalement. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour le démontrer, mais en fait, le dépistage vise à... En fait, les dépistages sont pris en charge, une grande partie sont pris en charge à 100%. D'autres sont pris en charge partiellement, mais tous ont une prise en charge par l'assurance maladie. D'accord. Donc, et après, le reste à charge, souvent, est pris en charge par la complémentaire santé. Donc, le reste à charge pour le citoyen, il est quasiment de zéro pour se faire dépister. Par contre, le jour où on est malade, si on a tardé, c'est là où ça va devenir compliqué pour tout le monde, en fait. C'est qu'il y a des frais de santé qui vont être très importants pour l'assureur, pour l'État et pour le citoyen. D'accord. Et est-ce que vous avez un moyen, vous, pour évaluer l'efficacité de vos actions ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de votre application ? Oui. Vous avez des éléments Oui. d'analyse ? Alors ça, on y travaille quotidiennement, c'est l'engagement. Et notamment, on a retravaillé les messages récemment pour bien faire comprendre aux utilisateurs qu'en fait, on leur demandait des choses, de venir nous déclarer les choses. C'était pas pour les fliquer, mais bien pour améliorer aussi notre service et comprendre quel était notre impact, tout simplement. Donc ça, je pense qu'ils l'ont bien compris parce qu'on a eu vraiment un changement. Au niveau des déclarants, on en a beaucoup plus que ce qu'on avait il y a quelques mois. En fait, il faut juste expliquer les choses, déjà. Donc, parfois, voilà, ça passe par de la communication, tout simplement. En tout cas, on sait aujourd'hui que parmi les déclarants, il y a plus d'une personne sur deux qui va voir un médecin généraliste. Donc, c'est quand même très positif. Il y a certaines personnes où, par exemple, un jeune qui se dit en fait, moi, il va pas avoir grand-chose à faire et puis peut-être qu'il va avoir un truc et puis il l'a déjà fait. Donc, lui, il va considérer qu'il n'a pas besoin d'y aller. Et à chaque fois, en fait, ceux qui disent ne pas y aller, on va leur demander en fait quelles sont les raisons. Donc, on obtient un certain nombre de données aussi, ce qui nous permet de comprendre aussi pourquoi et quels sont les freins. Et après, on a des études scientifiques. Et là, on attend les résultats. C'est encore en travail. Mais du coup, on aura les résultats d'ici début d'année prochaine. Okay. Donc les questionnaires de satisfaction, c'est positif, quoi. Parce que moi, souvent quand j'en vois, je les supprime, je les mets à la poubelle. Je doute pas de l'importance et des bienfaits que ça puisse avoir. Ouais. Mais derrière vous, ça vous permet d'ajuster votre proposition. Oui. Alors nous, c'est au-delà d'un questionnaire de satisfaction, c'est que c'est des rappels réguliers. C'est-à-dire quand ils terminent le parcours, on va leur rappeler d'aller prendre rendez-vous avec leur médecin. D'accord. Okay. Déjà, on va leur demander leur intention. Est-ce que vous avez l'intention de le faire ? Oui, non. Est-ce que vous avez l'intention de passer à l'action ? Est-ce que vous avez appris des choses utiles ? Donc ça, on leur demande. Déjà, c'est un premier mail qui part au bout de 2 jours, quoi. Après, on va leur demander 15 jours après, est-ce que vous avez pris rendez-vous avec votre médecin ? Est-ce que vous comptez le faire si vous ne l'avez pas déjà pris ? Et si vous ne voulez pas le prendre, dites-nous pourquoi. Okay. Et puis ça, on va le relancer 2-3 fois. Okay, d'accord. Dans les semaines qui vont venir. Et puis après, on va leur rappeler les dépistages qui sont prévus dans leur agenda. Donc, en fait, ils vont avoir des rappels. C'est plus qu'un questionnaire de satisfaction. Et à un moment donné, oui, parmi les emails, il y a un questionnaire de satisfaction qui part, qui est là pour nous donner du feedback sur plus là ce qu'on va aller chercher, c'est à capter quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'ils auraient aimé avoir, quels ont été les freins, est-ce qu'ils ont eu des difficultés à se connecter. Enfin, en fait, on va être plutôt dans l'expérience utilisateur plus que dans savoir s'ils sont passés à l'action, en fait. Ok, super. En ça aussi, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou des campagnes de communication sur différentes plateformes ? Nous, on utilise LinkedIn principalement parce que, et même uniquement en termes de réseau social, Facebook et Instagram qui sont plus liés aux citoyens en fait. Et nous, comme on cherche pas à... En fait, on est en B2B2C. Donc, en fait, nous, on passe par nos clients qui sont des entreprises ou en tout cas des professionnels de santé pour ensuite atteindre le citoyen. Donc, on a un effet rebond. Donc, en fait, nous, on passe beaucoup par LinkedIn pour faire du réseau. D'accord. Et faire nos campagnes. Et ensuite, par effet rebond, c'est eux ensuite qui communiquent. Donc, nous, on les aide à communiquer sur leur réseau, par email. Comme au niveau de la RGPD, on ne peut pas nous-mêmes... Comment vous les aidez à communiquer ?
Alors nous, on leur envoie par exemple des templates de mailing qu'ils peuvent envoyer, donc avec tout le wording en fait nécessaire, les étapes qu'il faut décrire. On leur fait tout le package avec des visuels. On leur met à disposition aussi des flyers types et des affiches qu'ils peuvent mettre, par exemple, dans certains centres de santé, dans des pharmacies, dans certains lieux d'accueil, et qui va pouvoir diffuser en fait les accès pour accéder gratuitement à l'IANELI pour les citoyens. Et donc après, en fait, c'est nos clients qui doivent communiquer. D'accord. Donc voilà, on a tout intérêt à faire en sorte que la communication se passe bien et que ce soit pas trop difficile pour eux, pour qu'ils puissent diffuser largement. C'est marrant, j'avais jamais entendu le B2B2C en vrai. Je pense que c'est une des premières fois, mais en vrai c'est assez logique. Du coup, vous allez contacter, c'est quoi le type de partenaire que vous pouvez avoir ? Alors, nous, on travaille avec les assureurs et les mutuelles, par exemple, qui vont... par exemple, nous, on contractualise avec un assureur qui va dire, moi, je trouve que ça fait sens dans mes lignes d'assurance d'avoir un accès pour faire de la prévention sur les dépistages. Et donc, il va offrir un accès à l'ensemble de ses assurés. Donc là, on va se mettre d'accord sur ces tant de personnes à qui je veux offrir l'IANELI. Alors, souvent, c'est pas offert, hein, en fait, c'est mis en ligne en plus. Mais bon, des fois, c'est packagé, c'est juste qu'ils enlèvent un autre truc et puis ils rajoutent l'IANELI. Enfin, voilà. Donc, ça fait partie de votre contrat. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez l'utiliser. Donc, en fait, vous allez recevoir un mail de l'assureur, par exemple, disant nous avons un partenariat avec l'IANELI. Et donc là, on leur fait tous les messages en fait, qui doivent passer lors de cet email. Et puis souvent, ils rajoutent un bouton même sur leur interface pour dire accès l'IANELI, pareil, expliquer ce qu'on fait, etc. Donc, quand tu vas sur le portail de l'assureur, tu vas retrouver un bouton pour accéder gratuitement en fait, à l'IANELI. Donc, ça, c'est des choses qu'on va faire. Et donc, c'est à eux de communiquer. En fait, moi, je ne peux pas communiquer avec leurs assurés directement. Le seul moment où je peux communiquer avec leurs assurés, c'est qu'une fois qu'ils se sont créés un compte sur l'IANELI, là, ils deviennent mes utilisateurs, ils acceptent les conditions générales, tout ce qui est RGPD, etc. Et là, moi, je peux communiquer avec eux, leur envoyer des alertes, des mails, des newsletters, parce qu'on fait aussi des newsletters santé pour aussi redonner un peu de bon sens dans ce qu'on peut faire, informer les citoyens. Mais voilà, selon la RGPD, j'ai pas le droit d'aller cibler. Ils n'auraient pas le droit de m'envoyer un listing de tous les mails de leurs assurés et à qui, moi, j'enverrai un mail. C'est impossible. Ouais, ça doit être une sacrée contrainte quand même, la loi RGPD. Oui, bon, après, c'est très bien. C'est aussi pour protéger les citoyens. Parce que déjà qu'on est bien spammé dans nos mailings. Alors, si en plus, on avait tout le monde qui pouvait nous écrire, je pense qu'on mettrait tout à la poubelle. Donc, c'est très bien parce qu'au moins, comme ça reste professionnel et ça reste ciblé. Et puis après, les entreprises, c'est pareil. Donc, on fait de la prévention santé en entreprise. Donc là, pareil, on met, par exemple, en place avec les DRH, avec les services QVT, RSE. Parfois, c'est la com qui s'en occupe. Et eux, ils vont partager les accès à leurs salariés, expliquer en quoi ça leur permet de préserver leur santé. On insiste bien aussi sur le fait qu'on a une plateforme qui est protégée, sécurisée, que toutes les données n'iront pas, en fait, ni à l'assureur, ni à l'entreprise. Donc ça, c'est aussi des messages qu'on va marteler, parce que ça peut être un frein d'accès. Et pareil, c'est l'employeur après qui communique. Et une fois que le salarié est inscrit sur l'IANELI, là, on peut communiquer avec lui. D'accord, ok, c'est intéressant. Ok, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Merci beaucoup, Maëlle. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ouais, on est ravis de t'avoir accueilli sur le podcast d'Icebreaker et à la prochaine. À bientôt. Merci.